fait, moi, je vais vous parler de complètement autre chose. Je vais vous parler de vraiment un truc qui n'a vraiment rien à voir avec tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je vais vous parler de vélo, tout simplement. Et en fait, j'ai fait ce bouquin qui est sorti il y a une semaine, alors c'est un livre, effectivement, c'est pas... J'ai aussi un blog, non mais c'est pas... On écrit un livre, pas tellement pour être lu, aussi pour être lu, mais aussi pour être entendu, donc c'est l'occasion. Ce bouquin qui vient de sortir s'appelle Le pouvoir de la pédale. J'espère que le titre vous plaît, que ça vous fait rire, parce que c'est l'objectif, et que vous allez le retenir. Et en fait, pourquoi je fais ce bouquin? Moi je suis journaliste, je travaille notamment pour Le Monde, j'ai un blog sur le site du Monde qui s'appelle Interconnexion les plus assurée, où je parle de transport, et je me suis aperçu au fur et à mesure, alors j'avais fait, Ludovic m'avait contacté pour faire ce bouquin-là il y a 4 ans, et puis j'en ai fait aussi un autre entre-temps sur l'étalement urbain, la ville qui s'étale, qui s'appelle La plantation du bitume, et tous les trois aux éditions Rue l'Échiquier. Ingrid est venue avec moi tout à l'heure, et représentant de Rue l'Échiquier, je cite l'éditeur, parce qu'on oublie toujours de citer l'éditeur, c'est important. Et donc voilà, l'idée de ce bouquin, c'est simplement, après avoir constaté, notamment sur mon blog et aussi en travaillant sur le transport depuis plusieurs années, que dans les moyens de transport existants et utilisés régulièrement par les gens, pas seulement dans les villes, mais beaucoup dans les villes, le vélo est un moyen de transport absolument extraordinaire. Parce qu'il est rapide, il est fiable, on sait quand on part, on sait quand on arrive, il est pas très cher pour la personne qui l'utilise, il est pas très cher pour la collectivité, sauf les vélos en libre-service, mais les vélos qui ne sont pas en libre-service, ça ne coûte pas très cher à la collectivité parce que les aménagements ne sont pas très coûteux. Le vélo est très bon, excellent pour l'économie locale, c'est-à-dire qu'à vélo on s'arrête, on revient, on fait des courses, on peut faire des choses, transporter des choses. Les personnes qui se déplacent à vélo et à pied sont des acheteurs plus fidèles finalement que les personnes qui se déplacent en voiture, parce que, non pas parce qu'ils emportent à chaque fois beaucoup de choses, mais parce qu'ils reviennent plus souvent, parce que c'est simple de circuler, notamment dans les zones denses. Le vélo est excellent, les gens qui ont le plus à gagner au développement du vélo, c'est les gens qui aujourd'hui se déplacent à pied ou en bus. À Paris, on sait que plus de 60% de la population des foyers ne possèdent pas de voiture. En petite couronne, dans les 3 départements de petite couronne, c'est à peu près 40% des foyers qui ne possèdent pas de voiture. Donc beaucoup de gens, c'est pas juste des bobos qui ne veulent pas avoir de voiture, parce que voilà, c'est aussi plein de gens qui n'ont pas les moyens de posséder des voitures. À Épinal, dans les Vosges, 30 000 habitants, il y a 26% de foyers qui ne possèdent pas de voiture. Donc pour eux, ils ont tout intérêt. Alors Épinal, c'est un peu pentu, mais pour le centre, c'est possible aussi. Ils ont tout intérêt à pouvoir se déplacer autrement alors le bus, c'est très bien, mais le vélo, pour les courts trajets, ça dépend des gens, ça dépend des circonstances, ça dépend du temps qu'il fait, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, entre 500 mètres et 10 km, c'est tout à fait possible de se déplacer à vélo pour la plupart des trajets, la plupart des gens. Donc c'est un moyen de transport qui a plein d'atouts, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce bouquin. En fait, le vélo, quand il se développe, il y a des tas d'endroits, des tas de villes d'Europe où il est un moyen de transport récurrent, normal, tout à fait considéré comme tout à fait logique. D'abord, c'est des villes généralement plutôt compactes, c'est des villes dans lesquelles il y a beaucoup moins d'étalement urbain, c'est des villes qui, au contraire de la plupart des villes de France, où les commerces de proximité fonctionnent bien, des villes même de 100 000 habitants aux Pays-Bas ou dans le nord de l'Italie, parce qu'il y a 20 ou 30% de déplacements à vélo, sont des villes dans lesquelles les commerces de centre-ville fonctionnent très très bien, les gens y vont régulièrement. Aujourd'hui, on a un problème monumental en France, qu'on ne voit pas beaucoup à Paris, pas vraiment à Paris, qu'on voit dans certaines villes de banlieue, qu'on voit énormément dans les villes moyennes petites en France, qui est la paupérisation et la désertification des centres-villes. Il suffit de voir les reportages qui ont été faits la semaine dernière sur les villes qui ont basculé au FN. C'est affligeant, c'est affolant. Les commerces sont fermés, c'est le tout bagnole, les gens vont faire leurs courses dans les hypermarchés qui sont à 10 km, ils habitent parfois aussi là-bas, et qui habitent dans le centre, les plus pauvres, il y a une sorte une démission totale de l'urbain. Moi, ça me fait peur en fait. Et pas seulement parce que c'est le FN, c'est-à-dire qu'on a paupérisé comme ça toute une série de villes, et donc le vélo permet de recréer, de reprendre en compte les distances, de recréer de l'activité, de casser les coupures. Vous avez parfois des coupures dans des villes. Si vous faites effectivement
à certains endroits des passerelles ou simplement faciliter le passage. On vient de passer le périph' avec une grille et bon, on l'a fait, mais enfin ça aurait pu être plus simple. Je pense que dans d'autres pays, je pense que si on était à... Alors on l'a fait pour le de Vincennes en fait, en réalité, mais si on l'avait fait dans un autre pays, si on était pour le même type d'infrastructure, si on était dans le nord de l'Italie ou dans certaines villes allemandes ou à Oxford ou même dans certaines villes de Pologne, ça aurait été plus simple de passer. Donc, là, cet endroit, typiquement, il faut prendre la rue Blenny, il ne faut pas prendre la porte. Alors, oui, d'accord, mais voilà, sauf qu'on est passé par là. Peut-être. Sauf que, alors moi j'étais à Vélib, mais Ingrid avait son vélo, donc voilà. Alors, tout ça pour dire que le vélo est un moyen de transport simple, qui fonctionne, c'est-à-dire que tous les vélos sont simples, en fait, tous les vélos fonctionnent à peu près le même mécanisme. Et donc on n'a pas besoin de super technologie pour circuler à vélo. On n'a pas besoin, je suis désolé, j'ai dit ça quand on s'est appelé hier, et on n'a pas nécessairement besoin de choses compliquées, on n'a pas besoin de le dire sur Twitter, on n'a pas besoin d'avoir une application ou une autre, etc. J'ai bien compris que le vélo en libre service développé en France, mais développé en France et maintenant dans pas mal d'autres pays, mais comment dire, dans des pays qui ne sont pas vraiment cyclables. Il n'y a pas de vélo en libre-service aux Pays-Bas, il n'y a pas de vélo en libre-service de ce même ordre dans la plupart des villes allemandes, ni à Göteborg en Suède, ni même à Strasbourg. À Göteborg, Strasbourg, il y a tout petit. À Göteborg, il y en a un tout petit. Et donc les vraies villes cyclables n'ont pas de vélo en libre-service parce que les gens possèdent leur propre vélo. Par contre, ce qu'on a fait, et ce que j'essaie d'expliquer dans ce que j'appelle la transition cyclable, c'est que pour passer au vélo, en fait la chose à faire, c'est apaiser la circulation, c'est faciliter les déplacements, éventuellement avec quelques aménagements, certaines pistes cyclables à certains endroits, mais pas partout. C'est-à-dire que dans les endroits où on roule de toute façon déjà à peu près à 20 ou 30 km/h, en réalité, c'est simple de se déplacer à vélo, donc il faut encourager plutôt les itinéraires, et à ce moment-là, les gens le font. Et puis c'est communiquer, dire que... alors, en fait, le truc que je trouvais finalement super, c'est la fameuse guerre de vélo, là. Ouais. C'est génial parce que c'est drôle, c'est-à-dire c'est marrant, les gens vont s'amuser à ça, ils vont s'apercevoir que le vélo, c'est un truc... On peut jouer avec aussi, c'est pas, ça change des espèces de jeux, alors je ne connais pas grand chose, mais des jeux avec des voitures qu'il faut casser le plus possible, etc. Donc voilà, c'est juste ça. Et en effet, et c'est un truc que j'ai constaté aussi au fur et à mesure, c'est qu'il n'y a pas une concurrence entre les usagers, il n'y a pas une rivalité entre les usagers, mais il y a une concurrence entre les modes. C'est-à-dire qu'effectivement, Ludovic l'a dit, quand on choisit un mode de transport pour tel ou tel trajet, eh ben, on a le choix entre plusieurs possibilités, et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend le plus simple. Donc le plus simple, c'est souvent, pour la plupart des trajets en France, la voiture ou le mode motorisé, donc le vélo motorisé, et puis c'est le vélo quand on en a un, c'est parfois le vélo en libre-service, mais pas tout le temps parce que des fois il n'y en a pas. Le vélo en libre-service, je reviens là-dessus parce que là encore, c'est vrai qu'en France il y en a beaucoup, mais il a trois inconvénients, mais qu'on a très bien vu. C'est-à-dire que d'abord il y a ce phénomène de station vide, station pleine, qui est assez difficile à régler, parce qu'il faudrait qu'il y ait des camions comme ça qui circulent dans la ville en permanence, et en réalité le service n'est pas assez, ne rapporte pas assez d'argent, il coûte d'ailleurs beaucoup plus qu'il rapporte en fait. Donc pour que les collectivités aient envie de mettre en place ce type de système, il y a la dégradation, je l'ai montré très bien aussi, et ça c'est quelque chose, quand on a vu ces images du nord-est parisien, c'est comme ça tout le temps, c'est-à-dire c'est pas juste, c'est encore plus comme ça l'été et l'hiver, mais c'est comme ça absolument tout le temps. Après 8h du matin, dans les 4 ou 5 arrondissements du nord-est parisien, il y a pratiquement toute la veille, donc c'est compliqué. Et troisième chose, c'est le coût, c'est-à-dire que tout ça coûte extrêmement cher à la collectivité. À Paris et à Lyon, c'est en échange d'un contrat de publicité, mais dans d'autres villes, c'est simplement une régie, ou c'est des choix, et ça coûte extrêmement cher à la collectivité, entre 2500 et 4000 euros par vélo. Imaginons la politique cyclable par an qu'on pourrait faire. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre vision des choses. D'abord, le vélo en libre-service a beaucoup d'avantages, ne serait-ce le plus important, de pouvoir mettre le vélo à disposition de tous. Puisque, bon, certes, aujourd'hui c'est peut-être mal fait parce qu'il faut mettre une caution de 150 €, donc il faut pouvoir mettre une caution de 150 € lorsqu'on prend un forfait, par exemple.
mais on a cette possibilité d'avoir un vélo pour 1 euro. Sans cette caution-là, on peut considérer qu'on a un vélo pour 1 euro pour 30 minutes, ce qui est quand même une belle promesse. Et puis le vélo en libre-service, il est vu comme un transport en commun. Donc je ne suis pas certain que l'objectif financier soit tout à fait compatible à ce type de vision du transport en commun. Par défaut, un transport en commun n'est pas rentable. Oui, mais il peut coûter 5 ou il peut coûter 500. Voilà. Moi, j'ai des chiffres. Aujourd'hui, les villes sont en train d'arrêter les programmes de tramway parce que ça leur coûte extrêmement cher, sauf les grandes villes, mais elles constatent que c'est plus possible. Elles ont de moins en moins de dotations de l'État, l'Union des transports publics crie famine, même si bon, en fait ça va encore, mais il y a vraiment un problème de financement. Donc effectivement, c'est vrai, je suis d'accord, on peut mettre en place des services, des systèmes, choisissons un système qui soit proportionnellement plus intéressant. Donc je ne dis pas que c'est inutile. C'est un autre avantage des vélos en libre-service, c'est que ça évite la question du stockage et de la réparation, en effet. C'est-à-dire qu'on peut utiliser. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quelle politique on veut pour un coût raisonnable. Et je constate simplement que dans les vraies villes cyclables, que ce soit Utrecht, Bolzano, où je suis allé pour les besoins du bouquin, ou Bolzano, il y a 20% de déplacement à vélo. C'est plat, mais c'est dans la montagne. Donc c'est pas comme Grenoble, mais il y a des arceaux partout à vélo et les gens possèdent leur propre vélo. Et là, il n'y a pas nécessairement de vélo en libre-service. Donc simplement, en fait, on croit encore en France, et malheureusement beaucoup de décideurs croient ça, à tout niveau, que le VLS est la seule réponse au vélo. En fait, non, pas du tout. Et c'est un peu dommage. Alors, c'est un merveilleux terrain de jeu. Mais je comprends, et ça peut être très rigolo, et ça permet plein de choses, parce que ça permet d'analyser plein de données. C'est une étape en fait, c'est souvent conçu comme une étape. C'est pas nécessairement conçu comme, malheureusement, je suis pas sûr que c'est conçu comme une étape. Alors à Bordeaux, il me semble que j'ai juste quelque chose que j'aimerais dire à propos de ce coût de 2500 à 4000 euros. Bon, alors il se trouve que Bordeaux c'est un peu moins cher. C'est un peu moins. C'est pas la problématique. C'est pas la problématique. La problématique, c'est qu'on ne peut pas le compter comme ça. On ne peut pas compter 2500 à 4000 euros parce que ça inclut l'infrastructure, ça inclut le coût de réaction, ça inclut ça. Ce qu'on peut compter par contre, c'est le coût par trajet. Et alors, si on le fait à Bordeaux, en fait, on a un coût par trajet de l'ordre de 1 euro. Chaque trajet en véhicule coûte 1 euro. À qui? À la collectivité. Ah oui, c'est-à-dire que c'est voilà, ça. En fait, le budget à Bordeaux du véhicule, la communauté urbaine de Bordeaux, donne à Keolis tous les ans, enfin paye à Keolis tous les ans 1,8 million, tout compris avec l'amortissement des trucs inclus dedans, etc. C'est 1,8 million de points. Et il y a un peu plus de 2 millions de trajets par an sur Bordeaux. Sur Paris, à mon avis, les chiffres sont meilleurs parce que même si le vélo en libre-service coûte plus cher à Paris qu'à Bordeaux, en fait, le taux de rotation des Vélib est supérieur au taux de rotation des véhicules. Et c'est normal, puisqu'en fait, plus le système est grand, plus le nombre de trajets possibles est important. Et en fait, plus un système, ceux qui ne marchent pas, les systèmes de vélo en libre-service qui ne marchent pas, c'est ceux qui sont trop petits. Il y a des villes comme Pau, je ne sais quoi, où ils ont 20 vélos, Orléans ou machin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher parce que c'est trop petit, il n'y a pas assez de trajets possibles. Mais en fait, l'utilisation du service croît plus que linéairement en fait, avec le nombre de vélos, le nombre de bornes. C'est-à-dire que c'est une ville comme Paris, typiquement, ça marche bien. Le taux de rotation des vélos est fort. Oui, ok, mais sauf que Paris, 7 fois par jour, ça fait maintenant 7 ans que le Vélib existe à Paris. À Paris, il y a toujours 3 ou 4% de déplacements à vélo. Bah oui, d'accord, sauf qu'à Berlin, si à peu près on passe à 3 et c'est en partie grâce au Vélib, c'était pas mal. Bah non, ça commence avant. Alors à Bordeaux, c'est un peu plus, mais je pense qu'à Bordeaux, la volonté de la. C'est plat, les gens ont leur place. Et par ailleurs, il y avait une volonté qui était partagée à la fois par la communauté urbaine et la ville. Maintenant, j'imagine que ça va être la même couleur, mais ça va pas changer grand-chose. En effet, une volonté aussi de développer le vélo qui était plus forte qu'à Paris. Mais à Paris, 3%, tout ça pour ça. Moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée dans l'absolu. Je constate juste que les vraies villes cyclables n'ont pas ce système et que les endroits, alors en fait, la transition cyclable, comment elle se fait, comment à un moment on bascule. À Bordeaux, typiquement, c'est en 2000 les travaux du tram. Finalement, toute la ville est congestionnée. Le maire décide de prêter des vélos aux gens. Les gens s'aperçoivent que c'est simple. Il y a le Start là. Ok, mais non, pas le vélo Start. Avant, en 2000. Ça marchait pas. pas. Donc, non, mais le vélo Start, c'est de la com. C'est très bien, c'est de la com. C'est le Pibal. Voilà, c'est super. Je vais voter dessus. Je sais même pas s'ils sont sortis. Ah bah si, il est allé voter. On allait juger sur son Pibal l'autre jour. J'ai raté ça. Et en plus, il y a des gaz de tour. Alors aujourd'hui. Et
Et alors il y a plusieurs choses. Il y a à la fois des infrastructures. Alors les infrastructures, il y a parfois il faut des pistes, mais essentiellement c'est surtout un apaisement de la vitesse. Ça veut dire une restriction tout simplement, tout bêtement, passer de 3,30 m à 2,70 m pour les voitures. Ça veut dire que quand on est en voiture, on peut passer, c'est possible, mais du coup on va aller plus lentement. Du coup ça va être un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. Donc c'est Du politique. coup, comment? Donc c'est une action politique parce que. Tout à fait, c'est l'action politique. Et comment C'est nous, des choix en fait, nous, sur ce qui est mis ici, c'est quelle est notre action, en fait, nous, est-ce qu'on peut. Alors justement, mais je vais y venir, juste je termine sur l'action politique. Et du coup, ça amène les gens à faire autrement, à se dire, ok, je peux aller en voiture, je vais l'utiliser, je vais le faire, mais je sais que ça ne va pas être très amusant, que ça va me prendre un peu plus de temps. Par contre, si j'ai vraiment besoin, je vais utiliser la voiture. Donc ça, c'est vraiment l'action politique. L'action politique, c'est la com, donc voilà, donc là, on l'a invité aussi. Donc, et puis, il y a là où le vélo, à mon avis, a besoin effectivement de technologie, je ne suis pas un grand spécialiste de technologie, mais il me semble que c'est la connaissance avant tout. C'est vraiment savoir l'examen des déplacements à véhicule et compagnie permet ça aussi, mais ça mesure que les VLS. Donc, mais c'est savoir effectivement où passent les gens, savoir exactement où ils passent, c'est-à-dire c'est parfois aussi dans des itinéraires qui sont des petits trucs, savoir quand ils le font. Et c'est possible de juste présenter reprendre. des chiffres. Je suis d'accord que tout, on peut mettre plein d'objections au trajet que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut dire est-ce que les pistes cyclables, il en faudrait à cet endroit-là. Ceci dit, il y a moyen quand même d'étalonner en fait un modèle en mettant des gens dans les rues. C'est-à-dire on met des gens dans les rues et on compte les vélos, etc. Et après on compare ces résultats-là parce que moi j'obtiens avec les véhicules et on voit si ça colle pas, comment il faut corriger le modèle en fait. Mais du coup après on met plus des gens dans les rues toute l'année. Il a complètement raison vis-à-vis de la vitesse, parce que par exemple rouler à Nantes, qui a un système cyclable complètement parfait, c'est pas la même chose que de rouler dans Paris. Il y a vraiment une nécessité politique de limiter la vitesse et de permettre aux gens de se rendre compte qu'effectivement. Mais donc il y a le besoin de connaissances, il y a le besoin, alors il y a des choses qui sont utiles, en fait pas tellement aux gens qui se déplacent eux-mêmes à vélo, mais plutôt à ceux qui aménagent. Donc il y a à la fois la connaissance des trajets à vélo, mais aussi la connaissance avec l'interconnexion avec les autres types de modes de transport, la connaissance de l'environnement, le fait de signaler, mais ça tu l'avais montré, Ludovic, sur tes slides, effectivement, signaler un endroit où il y a un problème manifestement récurrent, etc. Bon, la voiture garée à un moment, ok, ça c'est plutôt une photo sur Twitter parce que ça emmerde la personne qui était là, etc. Et puis ça fait prendre conscience un petit peu, mais sinon c'est vraiment signaler effectivement ce passage, le passage du périph' et qui sont pas mal, mais qui ne sont pas forcément destinés à tous les gens qui se déplacent à vélo. Aux Pays-Bas, les gens qui se déplacent à vélo, ils se déplacent à vélo juste parce que c'est comme ça et qu'ils prennent leur vélo ils savent qu'ils vont mettre 10 minutes pour aller à 8 km, ou non, 8 quand même, à 5 km, ils vont le faire, 5 km, ils vont le faire, et puis c'est tout, et puis voilà, ils ne se posent pas vraiment la question. Donc voilà, donc, l'idée de mon bouquin, c'est faisons simple. Le vélo a énormément d'atouts, on n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des métaux super rares à l'autre bout du monde pour développer une politique cyclable. On n'a pas besoin nécessairement d'aller chercher non plus l'uranium qui sert aux centrales nucléaires des bords de Loire. Pourquoi pas, mais pour le vélo, on n'en a pas nécessairement besoin. C'est ça que je veux juste dire. Oui, mais c'est ça, ça permet plein de choses. C'est-à-dire que c'est un outil. Les vélos électriques, on parle des vélos électriques, on parle des vélos. Faisons bien. Parce que ça fait du bien. Alors, le vélo à assistance électrique, c'est très bien. Ça permet, je prends l'exemple d'Épinal, ça permet effectivement aux gens de monter en haut de la côte, ça permet les gens dans les endroits où il fait chaud, où il y a du vent, de se déplacer quand même, etc. Ou de faire 20 km, de faire 10-15 km, etc. Mais le vélo électrique, d'abord, il ne crée pas des itinéraires cyclables par magie, c'est pas une baguette magique, il n'est pas non plus, il comble pas les lits de poule, il ralentit pas les voitures qui foncent à côté. Donc un vélo électrique c'est très bien, mais il faut quand même voilà, c'est un outil, mais ça suffit pas. Voilà. Alors j'ai un ou deux trucs à dire, parce que apparemment toi tu es cycliste. Oui, je me déplace, je ne suis pas cycliste. Bon, tu déplaces à vélo. Et il y a un truc quand même. Je ne fais pas partie d'une catégorie de gens qui sont cyclistes, si tu veux. Alors le vélo, il vaut le service, mais quand même, je trouve des petits. Alors déjà, c'est pas que du vélo, c'est aussi du mode de transport collaboratif. Donc c'est à cheval entre ces deux concepts-là. Et dans le mode de transport collaboratif, on a aussi l'autolib, par exemple, qui vient derrière. Et une autolib a été montré qu'une autolib remplace 15 voitures.
Faux. Bon, ça c'est... Ouais, c'est pas moi qui dis ça. Mettons à 15, juste c'est complètement faux. Il y a un cabinet d'études qui va sortir une étude au mois de mai qui va montrer que ça amène un tout petit peu de... Et un certain nombre. Non, pas le 10 avril, c'est le 6 mai. C'est un certain nombre de voitures. C'est l'autopartage. Il faut pas confondre l'autopartage et l'autolibre. Non. L'autopartage, c'est 10 voitures. Tout à fait. Tu fais référence à une étude de l'an dernier qui a été reprise systématiquement par l'AFP où on disait autolibre, ceci c'était pas autolibre. C'était l'autopartage qui n'est pas du tout la même chose. Bon, bref, les transports collaboratifs, moi j'aime ça d'un point de vue conceptuel. Mais moi j'utilise que ça, et je vais reprendre ma bagnole parce que maintenant on a des autolibres à Bordeaux. Mais voilà. Il y a aussi Cities à Bordeaux qui est. Là, oui, mais là c'est différent parce qu'on va d'un point A à un point A. Tout à fait. C'est pas extrêmement simple. Alors, mais bon, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, le fait de mettre plus de vélos en libre-service sur les rues, ça, au final, déjà ça n'augmente pas le nombre d'accidents. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 2 fois plus de vélos en circulation, mais le nombre d'accidents n'augmente pas. Pourquoi? Ah, mais c'est vrai pour tous les vélos. Pourquoi? Parce que en contrepartie du nombre de vélos qu'augmente sur la route, le fait de mettre des vélos en nombre supplémentaire sur les routes font que les automobilistes font plus attention aux vélos. Il y en a partout. C'est phénoménal, mais globalement ils font un peu plus attention, ce qui fait qu'il y a... Je vais mettre tout le monde d'accord, il a raison, mais c'est pas seulement vrai pour les VLS, c'est vrai pour tous les vélos. Mais c'est très juste, plus dans les pays d'Europe. Plus le taux d'accident par vélo, enfin par utilisateur de vélo. En fait, c'est important de rester stable malgré le fait qu'on ait doublé le nombre de vélos. Plus il y a de cyclistes, moins ils ont d'accidents. Oui, bien sûr, avec les trottinettes, je suis sûr. Est-ce que tu as un avis sur le fait vraiment des voies partagées, enfin des voies spéciales? Mais ça dépend. En fait, ça dépend des endroits. C'est-à-dire que je pense que en l'occurrence ici dans le quartier, je ne pense pas qu'il faille des pistes cyclables. Parce que c'est des rues relativement étroites. Par contre, ce serait pas mal de ralentir la circulation, parfois en mettant un peu des bumpers, ou en modérant l'ensemble, ou en amenant les gens à comprendre que tous les trajets doivent pas nécessairement se faire en voiture. Donc c'est plutôt ralentir. Sur la rue de Paris, là je pense qu'effectivement, ou sur ou pour passer le périph', oui là je pense qu'il faut une piste cyclable, un itinéraire spécifique, parce que là ça permet. Donc ça dépend des endroits. À certains endroits il faut un truc super séparé. Il y a le rond-point que tu as montré qui est aux Pays-Bas, qui est je crois effectivement Eindhoven. Donc là c'est vrai que c'est pour passer une autoroute, donc c'est une infrastructure qu'on va mettre en place qui est assez coûteuse, mais ça se justifie à cet endroit-là, j'imagine. Je ne vais pas vérifier sur place, mais bon. Et puis il y a d'autres endroits où non, c'est pas nécessaire. Les endroits où il y a le plus de déplacements à vélo, c'est du genre 50% à Groningue ou dans des villes, d'autres villes, une ville en Allemagne aussi, une ville aux Pays-Bas, c'est des endroits où on a carrément enlevé toute la signalisation. Donc il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de... Par contre, comme du coup les gens ils se déplacent facilement à pied, ils se déplacent aussi à vélo, c'est pas la même mentalité. Quand tu es en voiture, tu es obligé de ralentir. C'est pas la même mentalité en Hollande qu'en France par rapport au vélo. Je suis pas sûr, c'est une question de mentale. Voilà. C'est une question de politique. C'est pas une question de politique depuis 40 ans et voilà. Vous avez déjà essayé de traverser à pied en Hollande? À la base, vous avez fait changer les mentalités. Vous avez déjà essayé de traverser à pied en Hollande? Vous avez déjà essayé, vous avez déjà fait insulter un Hollandais par un cycliste parce que vous n'avez pas arrivé. Oui, mais en France aussi. Non mais en Hollande le vélo est roi. Non mais il y a pas à Amsterdam le vélo est roi. C'est pas ça, c'est dans un ordre. Vous avez tous les deux raison. C'est le coup qui vous semble Je pense qu'on se. Mais il faut pas que ce soit un conflit entre les vélos libre-service et les vélos. En fait, on a un problème de chiffres. Est-ce qu'il y a une question précise? En fait, moi je soulève un point. Je travaille à la mairie de Paris au secteur culture. J'organise, le projet est d'organiser un déplacement à vélo dans Paris. Je me suis heurtée au grand fameux pourcentage des 3% que je suis allée fouiller. Ouais. Et là où je dis que vous œuvrez dans la même perspective, c'est que vous dites comment est-ce qu'il faut agir, sauf que pour prouver aux gens comment agir de cette façon-là, on est obligé de sortir des chiffres. Et vous, ce que j'ai vu là tout à l'heure, c'est que vous êtes capable de préciser qu'est-ce que c'est que ces putains de 3% en fait. Parce qu'on arrive finalement avec ces chiffres-là, on n'est absolument pas crédible. Et puis voilà, on se fait un peu romper. Si on a des personnages comme vous qui arrivent et qui disent voilà, on est capable de vous montrer telle circulation, ils vont de là à là, en fait, finalement, ce fameux 3 petits %, c'est les 3%. prend vie, il prend vie quoi. Et on arrive à parler dessus et à avoir un développement là-dessus. Voilà. Et y compris le jeu. Et dans ce sens-là, on peut amener des politiques à réfléchir des choses comme ça, c'est-à-dire ralentir, faire des zones de circulation ralenties, et vous apporter on a besoin d'informations.
C'est ce qu'on soulignait tout à l'heure. Je profite de cet exemple. Moi, depuis tout à l'heure, vous entendez m'engueuler. On s'en fait pas. Non, pas encore. Disons que le ton a beaucoup augmenté, on va dire. C'est toujours comme ça quand on parle de vélo. Ce qui est surprenant, c'est que c'est entre cyclistes. Donc, entre gens qui utilisent. Entre gens qui utilisent. Mais ils vont dans la même direction, ils sont. Non, simplement. Mais sur deux dimensions différentes. C'est ça. Non, mais il y a une question que Olivier a abordée, que j'ai abordée aussi, qui est le coût pour la collectivité. On ne peut pas développer des systèmes de vélo libre-service, comme on ne peut pas développer des bus, comme on ne peut pas développer des tramways partout, pour tout le monde et pour aller partout. Sur tous les territoires, pour aller partout, etc. C'est qu'on peut, mais ça coûtera très cher. Oui, donc on ne peut pas. J'ai pas fini la phrase. Et donc, la question qui se pose, c'est la complémentarité des modes. À certains endroits, quand on est dans sa ville, on devrait utiliser son mode de déplacement. Et le mode de déplacement dominant partout, c'est pas le vélo, c'est la marche à pied. Absolument, sur tous les territoires, c'est la marche à pied qui est dominante, y compris à Drancy où j'habite, où c'est Bagnoles-Land. Il y a 30% des gens qui n'ont pas de voiture, mais la majorité des gens se déplacent à pied. Ils ne le savent pas simplement, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, donc là, il y a du chiffre à donner. Mais une fois qu'on a dit ça, on constate que la majorité des déplacements se font à pied. Ok. Mais une fois qu'on a dit ça, la question c'est, à chaque déplacement, quel est le bon mode de déplacement? Or, une chose que Olivier et moi partageons largement, c'est quand les gens possèdent une voiture, ils ne réfléchissent pas à quel est le bon mode pour se déplacer, ils prennent leur voiture. Tout le reste, et moi ce qui m'intéresse notamment dans Mobilise, c'est justement de montrer la complémentarité des modes, d'où ma question, les gens qui prennent le véhicule ou les gens qui vont avec leur propre vélo, est-ce qu'ils prennent le tramway derrière, pour montrer la complémentarité. Mais là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comment faire pour que chacun se dise je peux le faire? Ben, justement, avec les chiffres que tu montres, ou avec les livres d'Olivier, pour moi c'est tout à fait complémentaire, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent le faire. Si on montre qu'il y a 3% des jeux, ou si on montre qu'il y a 8 vélos qui passent par heure sur une rue, ben ça montre qu'il y a 8 personnes qui peuvent le faire. Donc 10 pourraient le faire, donc 12 pourraient le faire. Et c'est ça qui me paraît très intéressant. Ce que je regrette, ce que je trouve intéressant au vélo libre-service, c'est que quand je ne suis pas dans ma ville et que je veux un vélo, il faut que je puisse en trouver un. Et soit on passe par des systèmes de location, comme c'est le cas à Strasbourg, à la gare de Strasbourg, tu as un système en plus de location pas cher, fait par des gens en réinsertion, avec un garage solidaire, un truc vachement bien. Bon, dans d'autres villes, les élus sont un peu plus paresseux, donc ils font un vélo en libre-service. Mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, il y a différents modes qui permettent aux gens de réfléchir à la manière dont ils se déplacent, et de ne pas avoir ce réflexe systématique bagnole. Et pour moi, c'est complémentaire ce que vous dites. Simplement, il y en a un qui est spécialisé sur un truc, il y en a un autre qui préfère un autre truc. Bon, c'est pas très grave dans la structure. C'est pas exactement ça. Simplement, le constat, c'est que, en effet, les villes vraiment cyclables, oui, elles n'ont pas besoin. Donc, c'est juste que. Si on peut prendre un verre. C'est complémentaire. Ouais, on peut prendre un verre et Je propose une dernière intervention et puis on se retrouve.